La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 8. Sommaire de ce chapitre 8. Suite de la théorie de la souveraineté. Exception au principe de l'égalité en faveur de l'homme supérieur. Origine et justification de l'ostracisme. Usage de l'ostracisme dans les gouvernements de toute espèce. L'ostracisme n'est pas possible dans la cité parfaite. L'État doit se soumettre à l'homme supérieur. Apothéose du génie. Si dans l'État un individu, ou même plusieurs individus, trop peu nombreux toutefois pour former entre eux seuls une cité entière, ont une telle supériorité de mérite que le mérite de tous les autres citoyens ne puisse entrer en balance, et que l'influence politique de cet individu unique ou de ces individus soit incomparablement plus forte, de tels hommes ne peuvent être compris dans la cité. Ce sera leur faire injure que de les réduire à l'égalité commune, quand leur mérite et leur importance politique les mettent si complètement hors de comparaison. De tels personnages sont, on peut dire, des dieux par les hommes. Nouvelle preuve que la législation ne doit nécessairement concerner que des individus égaux par leur naissance et par leurs facultés. Mais la loi n'est point faite pour ces êtres supérieurs. Ils sont eux-mêmes la loi. Il serait ridicule de tenter de les soumettre à la Constitution, car ils pourraient répondre ce que, suivant Antisthène, les lions répondirent au décret rendu par l'Assemblée des lièvres sur l'égalité générale des animaux. Voilà aussi l'origine de l'ostracisme dans les États démocratiques qui, plus que tous les autres, se montrent jaloux de l'égalité. Dès qu'un citoyen semble s'élever au-dessus de tous les autres par sa richesse, par la foule de ses partisans ou par tout autre avantage politique, l'ostracisme venait le frapper d'un exil plus ou moins long. Dans la mythologie, les Argonautes n'ont point d'autre motif pour abandonner Hercule. Argo déclare qu'elle ne veut pas le porter parce qu'il est beaucoup plus pesant que le reste de ses compagnons. Aussi a-t-on bien tort de blâmer d'une manière absolue la tyrannie et le conseil que Périandre donnait à Thrasybule. Pour toute réponse à l'envoyé qui venait lui demander conseil, il se contenta de niveler une certaine quantité d'épis en cassant ceux qui dépassaient les autres. Le messager ne comprit rien au motif de cette action, mais Thrasybule, quand on l'en informa, entendit fort bien qu'il devait se défaire des citoyens puissants. Cet expédient n'est pas utile seulement aux tyrans, aussi ne sont-ils pas les seuls à en user. On l'emploie avec un égal succès dans les oligarchies et dans les démocraties. L'ostracisme y produit à peu près les mêmes résultats, en arrêtant par l'exil la puissance des personnages qu'il frappe. Quand on est en mesure de le pouvoir, on applique ce principe politique à des États, à des peuples entiers. On peut voir la conduite des Athéniens à l'égard des Samiens, des Chiotes et des Lesbiens. À peine leur puissance fut-elle affermie qu'ils eurent soin d'affaiblir leurs sujets, en dépit de tous les traités. Et le roi des Perses a plus d'une fois châtié les Mèdes, les Babyloniens et d'autres peuples, tout fiers encore des souvenirs de leur antique domination. Cette question intéresse tous les gouvernements sans exception, même les bons. Les gouvernements corrompus emploient ces moyens-là dans un intérêt tout particulier, mais on ne les emploie pas moins dans les gouvernements d'intérêt général. On peut éclaircir ce raisonnement par une comparaison empruntée aux autres sciences, aux autres arts. Le peintre ne laissera pas dans son tableau un pied qui dépasserait les proportions des autres parties de la figure, ce pied fût-il beaucoup plus beau que le reste. Le charpentier de marine ne recevra pas davantage une proue ou telle autre pièce du bâtiment si elle est disproportionnée. Et le choriste en chef n'admettra point dans un concert une voix plus forte et plus belle que toutes celles qui forment le reste du chœur. Rien n'empêche donc les monarques de se trouver en ceci d'accord avec les États qu'ils régissent. Si de fait ils ne recourent à cet expédient que quand la conservation de leur propre pouvoir est dans l'intérêt de l'État. Ainsi, les principes de l'ostracisme appliqués aux supériorités bien reconnues ne sont pas dénués de toute équité politique.
il est certainement préférable que la cité, grâce aux institutions primitives du législateur, puisse se passer de ce remède. Mais si le législateur reçoit de seconde main le gouvernail de l'État, il peut, dans le besoin, recourir à ce moyen de réforme. Ce n'est point ainsi du reste qu'on l'a jusqu'à présent employé. On n'a point considéré le moins du monde dans l'ostracisme l'intérêt véritable de la République, et l'on en a fait une simple affaire de faction. Pour les gouvernements corrompus, l'ostracisme, en servant un intérêt particulier, est aussi par cela même évidemment juste. Mais il est tout aussi évident qu'il n'est point d'une justice absolue. Dans la cité parfaite, la question est bien autrement difficile. La supériorité sur tout autre point que le mérite, richesse ou influence ne peut causer d'embarras. Mais que faire contre la supériorité du mérite ? Certes, on ne dira pas qu'il faut bannir ou chasser le citoyen qu'elle distingue. On ne prétendra pas davantage qu'il faut le réduire à l'obéissance. Car prétendre au partage du pouvoir, ce serait donner un maître à Jupiter lui-même. Le seul parti que naturellement tous les citoyens semblent devoir adopter est de se soumettre de leur plein gré à ce grand homme et de le prendre pour roi durant sa vie entière.